Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet important, la prise en charge de l'infection congénitale à cytomégalovirus, le CMV. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est l'infection virale congénitale la plus fréquente, hein. On parle de 0,5 à 2% des naissances. Exactement, avec des risques non négligeables pour le bébé, notamment sur le plan neurologique et auditif. Alors notre objectif, c'est de faire le point sur les stratégies actuelles, du diagnostic au traitement, en s'appuyant sur les études les plus récentes. On va parler notamment du valacyclovir. C'est ça. Commençons peut-être par le début, le diagnostic chez la mère. Détecter une primo-infection, c'est pas toujours simple. Non, effectivement. La sérologie, IgG, IgM, c'est la base. Et puis on a l'avidité des IgG pour essayer de dater un peu l'infection. Mais bon, l'interprétation, Elle a ses limites. Voilà. Et ensuite, pour savoir si le fœtus est atteint, il y a l'amniosynthèse, bien sûr. La PCR sur le liquide amniotique. oui, mais pas avant 17 semaines d'aménorrhée et avec un certain délai après l'infection maternelle suspectée. C'est bien ça? Pour éviter les faux négatifs. Exactement. Il faut laisser le temps au virus s'il y a eu transmission d'atteindre une charge virale détectable dans le liquide. Et une fois qu'on a ce diagnostic d'infection fétale, comment on évalue le risque pour le bébé? Le pronostic? Alors là, l'imagerie prénatale est absolument clé. L'échographie et surtout l'IRM cérébral fœtal. C'est vraiment fondamental. Pour chercher quoi, principalement? On cherche des signes de gravité, des anomalies cérébrales sévères, voyez, comme des troubles du développement du cortex, une ventriculomégalie importante. Ça, c'est clairement de mauvais pronostics. D'accord. Et puis il y a d'autres signes hors du cerveau, un intestin qu'on dit hyperéchogène, une hépatosplénomégalie, un retard de croissance. Ces signes sont importants à noter, bien sûr, mais isolément, leur valeur pronostique est plus, disons, plus limitée que les atteintes cérébrales. Et justement, s'il n'y a pas ces signes cérébraux très graves, c'est difficile de prédire l'évolution. Bah oui, c'est toute la difficulté. Et c'est là que la recherche sur les biomarqueurs prend son sens. On cherche dans le liquide amniotique des marqueurs, des cytokines inflammatoires par exemple, comme l'IP10 ou l'IL-18. Ah oui. Leur élévation pourrait être liée à une infection plus sévère. C'est une piste intéressante pour affiner le conseil qu'on donne aux parents. Mais on en est encore au stade de la recherche, hein. Ce n'est pas en routine. D'accord, je vois. Alors, face à ces complexités de diagnostic et de pronostic, qu'est-ce qu'on a comme option pour la prévention? La prévention, c'est un vaste sujet. Les mesures d'hygiène de base, le lavage des mains, etc. pour les femmes séronégatives. Oui, on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment efficace si c'est conseillé tard? L'impact est débattu, effectivement. Ensuite, il y a eu les immunoglobulines hyperimmunes, les IG. Mais les essais ont donné des résultats contradictoires. Donc, leur utilisation reste controversée, pas une recommandation standard. Et le vaccin, le Graal? Ah, le vaccin. On l'attend toujours. C'est complexe. Il y a des candidats en essai, bien sûr, avec différentes technologies, protéines recombinantes, ARN messager même, mais rien de licencié pour l'instant. Donc, pas de solution miracle en prévention primaire, ce qui nous amène aux traitements antiviraux, notamment le valacyclovir. Il y a eu des études importantes, non? D'abord pour traiter les fœtus déjà infectés. Oui, tout à fait. Il y a eu cette étude française publiée en 2016 qui a beaucoup fait parler. Ils ont testé le valacyclovir à haute dose, 8 grammes par jour. 8 grammes, c'est énorme. Oui, c'est une dose importante. C'était chez des fœtus qui avaient déjà des signes échographiques, mais des signes modérés, hein, pas les atteintes cérébrales les plus sévères. Et alors, les résultats, ça a marché? Et la tolérance pour la mère? Les résultats étaient franchement encourageants. Ils ont observé une augmentation significative du nombre de nouveau-nés asymptomatiques à la naissance. 82% dans le groupe traité contre 43% dans une cohorte historique de comparaison. Ah oui, quand même. Et ils ont aussi vu une baisse de la charge virale dans le sang fœtal, une amélioration des plaquettes. Quant à la tolérance maternelle, elle était globalement bonne malgré la dose. Quelques effets secondaires mais gérables. Intéressant. Et ça a ouvert la porte à une autre utilisation du valacyclovir? C'est ça la prévention secondaire? Oui, exactement. L'idée, c'est est-ce qu'on peut utiliser le valacyclovir après une infection maternelle récente, au premier trimestre par exemple, pour empêcher la transmission au fœtus? Logique. Et qu'est-ce que disent les données là-dessus? Alors là, il y a une méta-analyse très importante, publiée tout récemment en 2024. Elle a regroupé les données individuelles de plusieurs études sur ce sujet. Le valacyclovir, toujours à UJ jour, initié après une infection prouvée en début de grossesse. Et les conclusions? Eh bien, les chiffres sont assez parlants. Ils montrent une réduction significative du risque de transmission verticale. L'odds ratio est autour de 0,35, que ce soit basé sur l'amniosynthèse ou sur l'infection confirmée à la naissance. 0,35, ça veut dire quoi concrètement? Une réduction du risque de combien?
Ça correspond à une réduction du risque d'environ 2 tiers. C'est considérable. 2 tiers? C'est énorme. Et sur le risque d'atteinte fœtale grave? Là aussi, une réduction significative des interruptions de grossesse pour cause d'atteinte fétale sévère, avec un odds ratio très bas, à 0,19, et la bonne tolérance maternelle était confirmée. Impressionnant. Un point important, j'imagine, c'est de commencer le traitement tôt. Absolument. C'est un message clé de cette méta-analyse. L'importance de démarrer le valacyclovir le plus tôt possible après le diagnostic de l'infection maternelle pour maximiser les chances de succès. Bien noté. Et pour finir, si malgré tout l'enfant naît infecté et symptomatique, que fait-on à ce moment-là? Le traitement néonatal standard, c'est le ganciclovir, ou plutôt son dérivé oral, le valganciclovir, qui est plus simple à administrer. Donné précocement au nouveau-né symptomatique, on sait qu'il améliore les résultats auditifs et neurologiques à court terme. Et à long terme? Surtout sur l'audition, qui peut se dégrader plus tard. C'est un peu moins clair. Le bénéfice à long terme sur la prévention des pertes auditives tardives est, disons, plus débattu. Il fait encore l'objet de recherches et de discussions. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, le diagnostic et le pronostic de l'infection ACMV restent quand même un défi. La recherche sur les vaccins et les biomarqueurs doit absolument continuer. Oui, c'est indispensable. Mais en parallèle, les données récentes sur le valacyclovir à haute dose sont vraiment une avancée majeure, que ce soit pour traiter certains fœtus in utero ou, et c'est peut-être là le plus grand potentiel, pour réduire la transmission après une infection maternelle précoce. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion importante pour la pratique, je pense. Vu cette efficacité et la sécurité relative maintenant démontrée du valacyclovir en prévention secondaire, quelle place lui donner dans nos futures recommandations? Comment on intègre au mieux cette option dans le parcours de soins qui est souvent très anxiogène pour les femmes qui découvrent une primo-infection ACMV en début de grossesse? Oui, la question de l'implémentation pratique, du comment faire au mieux, reste entière. Exactement. Comment l'intégrer de façon optimale? C'est la prochaine étape.